Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lorsque le chariot de Thespis, trimballant ses comédiens avinés, pénétra dans Athènes, nul ne se doutait qu'il célébrait d'une naissance illustre, celle de deux muses qui devaient rapidement imposer la diversité de leur art dans toute l'Europe. Thalie et Melpomène, comédie et tragédie, nées dans le temple pour rendre hommage à Bacchus et Cérès, ne tardèrent pas en effet à se séculariser, à glisser du sacré au profane et à engendrer une floraison d'artistes qui évolua lentement de la liturgie vers la représentation dramatique. Les comédiens dont le rôle ne cessa de grandir, qu'ils fussent ici frappés d'infamie, là au contraire devenus fameux et courtisés à l'égal des idoles. Tragédie et comédie abandonnèrent le sacerdoce et remplacèrent les cérémonies religieuses, qui célébraient la naissance de Bacchus ou l'enlèvement de Proserpine par des spectacles profanes. Le siècle s'imposa et les représentations laïques se substituèrent aux drames liturgiques en Grèce comme à Rome, comme plus tard dans le monde chrétien. La condition du comédien, vénéré à Athènes, esclave à Rome, objet de la censure des pères de l'Église, connut des faces contrastées. Le christianisme la frappa de proscription en raison du soupçon d'impudicité et d'idolâtrie. Saint Cyprien, évêque de Carthage, condamna le théâtre sans distinction de sacré ou de profane. Que dirais-je des vaines et inutiles occupations de la comédie et des grandes folies de la tragédie? Quand même ces choses ne seraient pas consacrées aux idoles, il ne serait pas néanmoins permis aux fidèles chrétiens d'en être les acteurs et les spectateurs. Les premiers conciles frappèrent les comédiens d'infamie canonique et les exclurent de la communion. Ce qui n'empêcha pas Justinien, empereur chrétien, d'épouser Théodora, actrice célèbre. Après les invasions barbares, le théâtre chrétien ressurgit comme il avait débuté en Grèce. Dans les églises où se jouaient les mystères, les épisodes de la vie du Christ, les scènes de la Passion, les miracles des saints. Mais dès le XIIIe siècle, le théâtre sortit de l'enceinte sacrée, non sans réticence de la part des clercs, mais il trouva de rares voix pour le défendre. Thomas d'Aquin, le docteur angélique, le lava du crime dont on l'accusait. L'emploi des comédiens institués pour donner quelque délassement aux hommes n'est pas en soi illicite, ils ne sont point en état de péché, pourvu qu'ils usent honnêtement de leur talent. Cette tolérance cependant n'était pas partagée en France par l'État, et Saint Louis prétendit les chasser du royaume. Les comédiens toutefois marquèrent rapidement des points. Sous Charles VI ils s'organisèrent en confréries et le répertoire se diversifia peu à peu. Les papes eurent leur théâtre et les évêques suivirent l'exemple de Rome. On joua même devant le Saint-Père une comédie profane, La Mandragore de Machiavel, drame moderne flirtant avec le péché. En France, les rois se firent les défenseurs des comédiens malgré l'Église qui, sous l'influence de la Réforme, redoubla de rigueur. Bientôt les comédiens eurent à Paris leur théâtre attitré et obtinrent le monopole des spectacles. Le Parlement leur ayant interdit de représenter les mystères sacrés, le répertoire devint entièrement profane. Événement mémorable, Henri II assista à la première de Cléopâtre, de Jodelle, première tragédie qui, en dépit de ses maladresses, annonçait le grand théâtre classique. Henri III appela à Paris les bouffons italiens, et Henri IV combla de présents l'illustre actrice Mantoine Isabella Andreini. Les comédiens s'étaient installés en 1598 à l'Hôtel de Bourgogne. En 1600 une nouvelle troupe, les comédiens du Marais, s'était établie à l'Hôtel d'Argent, tandis que la troupe de l'Hôtel de Bourgogne obtenait le titre de troupe royale des comédiens. Désormais sous la dépendance et la protection du roi, ils jouèrent les tragédies de Corneille. Richelieu, grand amateur de théâtre, fit construire une salle dans son palais. Le roi et sa cour et les évêques eux-mêmes y furent assidus. Les comédiens, naguère méprisés et assimilés à des histrions infâmes, eurent désormais droit de cité et furent honorés. Un autre homme d'église, Mazarin, les combla de faveur et fit donner aux bouffons le titre de troupe italienne entretenue par Sa Majesté. Il fit plus. Il introduisit en France l'opéra dont le succès engagea le jeune Louis XIV à monter sur les planches. En 1660, on donna au palais cardinal, en présence du roi et de Mazarin, l'Étourdie et les Précieuses. L'heure de Molière avait sonné et les comédiens, sous le patronage du monarque, allaient connaître une des pages les plus glorieuses de leur histoire. Depuis 1658, date de son arrivée à Paris avec sa troupe, Molière avait d'abord bénéficié de la protection du frère du roi,
avant que Louis XIV lui-même se l'attache et l'installe au Palais Royal avec une pension et le titre de troupe du roi. L'engouement de Louis pour le théâtre entraîna la cour et la ville. Les anathèmes canoniques furent oubliés, l'indulgence du docteur Angélique l'emporta et les comédiens, commensaux du roi, échappèrent aux foudres de l'Église. Les prélats n'avaient pas été les derniers à céder à l'enthousiasme général, et à la cour, les évêques eurent leur banc et Bossuet lui-même ne manquait pas d'assister aux représentations. Le bel été des comédiens devait cependant avoir une fin. Lorsque Louis XIV glissa dans la macération et la bigoterie, se fit dévot après avoir été libertin, le climat changea, les antiques canons de l'Église reprirent leurs droits, la condamnation frappa à nouveau les comédiens, flétris et déclarés infâmes, et des auteurs eux-mêmes, touchés par la grâce, se laissèrent contaminer par le discrédit qui frappa la profession. Le divin Racine renonça au théâtre. Rétrograder prend parfois peu de temps, mais se fait par étapes. Fini désormais les voyages des comédiens dans les demeures royales, au Louvre, à Versailles, Fontainebleau ou Saint-Germain où ils étaient accueillis par une cour empressée après avoir été transportés dans les carrosses de l'écurie du roi. Fini la tolérance dont avaient joui les jésuites qui avaient fait entrer le théâtre dans le système éducatif. Fini l'enthousiasme du clergé comme celui des courtisans qui, soucieux avant tout de plaire au roi, se détournaient en même temps que lui de ce qu'ils avaient adoré avec lui. La campagne de dénigrement, orchestrée par les jansénistes, aboutit rapidement à une ferme condamnation. De Nicole qui déclarait le métier de comédien indigne d'un chrétien, au prince de Conti illuminé par une foi suspecte qui assimilait la comédie à Belzébuth, la voie était ouverte à la persécution. Quand parut Tartuffe, le clergé s'indigna, et un mandement de l'archevêque de Paris interdit de le jouer sous peine d'excommunication. On consentit pourtant à enterrer Molière dans le cimetière de la paroisse Saint-Joseph, mais de nuit, et sans cérémonie. Sa troupe dut quitter le Palais Royal, trouva un havre rue Guénégaud avant de se fondre dans la troupe du Marais. Tous les comédiens furent ensuite réunis sous le nom de comédiens du roi. Placés sous la tutelle des premiers gentilshommes de la Chambre, ils n'étaient pas au bout de leur peine. La pression du clergé les obligea à quitter l'hôtel Guénégaud, et c'est à grand-peine qu'ils trouvèrent refuge rue des Fossés Saint-Germain où l'on construisit l'hôtel de la Comédie qui devint Comédie Française. Mais le clergé devenait de plus en plus intolérant, et renouvelait chaque jour les canons des premiers âges. Quelques esprits éclairés comme la Bruyère déploraient cette persécution qu'ils jugeaient injustifiée et barbare, et un théatin, le père Cafaro prenait ouvertement la défense des comédiens provoquant une riposte indignée de Bossuet, où il déclarait les comédies de Molière impies et assimilait le métier de comédien à la prostitution. Beaucoup de prélats se montrèrent encore plus sévères et Massillon fulmina. Le théâtre était l'œuvre de Satan et les comédiens des êtres infâmes. Cette profession ne trouva pas davantage grâce aux yeux de Fléchier, Bourdaloue ou Fénelon. Gagné par la dévotion et l'insistance du clergé, Louis XIV abandonna les comédiens. Désormais le théâtre fut censuré, et sa surveillance confiée au lieutenant général de police. En 1697, les comédiens italiens accusés de jouer des pièces licencieuses furent chassés de France. À la mort du grand roi Comédie et Tragédie, les muses qui avaient fait scintiller d'un éclat inouï la scène classique étaient près de s'éteindre en France après avoir illuminé de son prestige un règne qui s'achevait dans une morosité rancie et laissait ses comédiens sans protecteur et voués à l'intolérance de prêtres sectaires dont la déraison persécutrice était plus vive que la piété. Louis XIV mort, et avec lui la cure de macération, le théâtre put reprendre sa triomphale carrière. Mais était-ce la fin de l'anathème fulminé par les dévots ? Désormais adulés comme des stars, les comédiens furent en même temps méprisés comme des suppôts de Satan et des prostituées. Cette double nature que leur attribuait l'opinion, que la Bruyère avait dénoncée, devait perdurer pendant tout le siècle avant que la Révolution les relevât de leur infamie. Pour en arriver à une réhabilitation totale que d'avanie, d'insultes, de dégoût les comédiens n'eurent-ils pas à essuyer ? Que d'offenses et de mépris dans un acte symbolique qui révolta Voltaire et les plus éclairés de ses contemporains et pèse encore aujourd'hui sur la mémoire des fanatiques. La grande actrice Adrienne Lecouvreur, véritable idole, applaudie, enviée, resplendissante de talent et de gloire, enterrée au coin d'une rue, comme un chien, sans viatique et sans cérémonie, excommuniée et comme étrangère au monde des hommes. En plein siècle des Lumières, l'aberration est presque inintelligible si l'on oublie la frénésie,
la haine cléricale, l'hystérie persécutrice de ceux qui couvraient le comédien d'immondices et qui souhaitaient qu'il perdît avec la considération du monde tout espoir de félicité dans l'au-delà. Pourtant grands du royaume, fermiers généraux, philosophes s'acoquinaient avec les comédiens, courtisaient et faisaient la fortune des comédiennes, vivaient familièrement avec eux, louaient leur talent et ne pouvaient se passer de leur compagnie. Mais toujours les autorités ecclésiastiques surtout, mais civiles aussi, faisaient rôder autour d'eux une odeur de soufre. La Révolution les rétablit dans leurs droits de citoyens, mais rien ne réussit à effacer le soupçon et la société bourgeoise entretint jusqu'à une époque récente la défiance à l'égard d'une profession jugée immorale, et les jeunes gens qui s'y engageaient devaient braver les réticences, voire l'hostilité de leur famille. Aujourd'hui, les préjugés ont disparu. Mais le théâtre est-il encore le grand art que le XVIIe siècle avait porté à son acmé? Si l'on en croit Louis Jouvet, le secret est perdu, la tradition n'a su ni se conserver ni se renouveler. Il est vrai que le grand comédien portait ce jugement négatif à une époque particulièrement sombre, et depuis, le théâtre s'est enrichi et transformé. Écoutons-le cependant, car sa pensée et son expérience du métier lui confèrent une autorité que ne peuvent ignorer les jeunes comédiens qui le lisent. Depuis le XVIIIe, le classique ne s'est enrichi que de Marivaux. Beaumarchais n'a qu'une valeur pratique. À peine Musset peut-il s'y inscrire, sans doute à cause de sa proximité et d'un romantisme que le cinéma a dû faire revivre par suite de l'étendue de ses ressortissants. Victor Hugo n'a plus d'acteur. Le grand drame romantique non plus. Le réalisme du théâtre libre est une tache dans la famille et un abaissement de notre qualité, un abâtardissement et une dégénérescence. Pessimisme sans doute daté. Ce texte fut écrit en 1943, mais dont la leçon ne doit pas être perdue. Il aurait été honnête et judicieux de commencer ce recueil comique par celui qui a donné son nom à la plus illustre des salles de théâtre, la Maison de Molière. Mais n'était-ce pas porter atteinte à la gloire d'un grand génie de la littérature? Molière poète a éclipsé Molière comédien, et l'auteur de Don Juan et de Tartuffe ne peut être confondu avec la foule des interprètes bien qu'il figurât au premier rang des plus grands. Les artistes qui, de Molière à Jean-Louis Barrault, ont marqué l'histoire du théâtre, débordent largement le cadre que je me suis fixé. Mes choix, nécessairement subjectifs, peuvent être critiqués. Pourquoi privilégier Mademoiselle Clairon au détriment de Mademoiselle Gossin ou Lequin, au lieu de Molé? Ariane Mnouchkine déclarait récemment « Il faut de jeunes artistes insensibles au poison de la résignation économiste, mais déterminés à changer le monde avec le meilleur outil qui soit, l'art en général et le théâtre en particulier. » Ceux qui répondent le mieux à cette exigence sont aussi ceux qui obéissent sans trivialité à cette injonction de Diderot. Ce n'est pas aux barbares qu'il faut plaire, c'est aux Athéniens. Mes choix répondent-ils à mon dessein? Rares sont les comédiens, artisans pour la plupart d'une tâche répétitive et routinière, qui méritent de passer à la postérité. Mais ceux-là, en dépit du caractère fugitif de leur art, ne doivent pas être oubliés. Ils ont parfois dans la gêne, loin de l'esprit de lucre, et contre les préjugés, donné à l'humanité sa plus forte expression et sont morts souvent dans l'ingratitude de ceux dont ils avaient élevé la conscience et réjoui l'esprit. Adrienne Lecouvreur, La comète tragique. Cet ouvrage débute par l'évocation de comédiens qui ont illustré avec un rare mérite le théâtre des Lumières. Prodigue d'innovation et riche d'un talent irrécusable, ils ont cependant eu un précurseur. Une comédienne hors pair sans laquelle leur art ne se serait peut-être pas épanoui. Adrienne Lecouvreur, moins connue comme fondatrice du théâtre moderne que comme héroïne malheureuse d'un grand roman sentimental et victime innocente d'une perversion ecclésiastique, mérite d'entrer ici en avant-première comme préface liturgique à la longue procession des Ruy Blas, Hamlet ou Tartuffe qui sont passés sur la scène française à l'état mythologique. Mieux qu'une révolution, sa courte vie fut à l'origine d'une invention, de celles qui fondent l'originalité et la persistance d'un art. Prenez un grammairien grand amateur de rhétorique et auteur d'un ample traité des tropes, et un comédien que ses contemporains comparaient à Roscius, mixez le goût raffiné de l'un et l'expérience de la scène du second et vous obtenez un prodige qui enchanta le public dévergondé de la Régence et donna au théâtre français un lustre qui faisait pâlir l'éclat des fêtes galantes. Élève de Dumarsais, qui lui apprit à réciter les alexandrins avec naturel et sans emphase, partenaire de Baron qui fut aussi son maître et son ami,
Adrienne le couvreur était destinée par sa tante, qui l'élevait, au métier de repasseuse. Mais la petite fille renâclait, trouvait peu d'agrément à lisser dentelles et camisoles, se réfugiait dans la rêverie, récitait des vers et attendait impatiemment le jour où elle pourrait donner libre cours à la vocation qu'elle sentait monter comme un baiser au bord des lèvres, devenir comédienne. Sa carrière commença à 13 ans à la manière d'un roman picaresque. Une voisine, la présidente du guet, lui prêta la cour de son hôtel, une soubrette l'habilla d'une de ses robes et avec quelques camarades de quartier elle monta Polyeucte. La présidente, grande amatrice de théâtre, avait battu le tambour et une partie de la ville s'était déplacée pour voir le jeune phénomène qui, dans le rôle de Pauline, faisait merveille. La Comédie Française s'alarma. Elle avait le monopole des œuvres de Corneille et redoutait cette concurrence déloyale. Elle fit intervenir l'autorité et les exempts du roi mirent fin à la représentation. Nullement découragée, Adrienne se réfugia avec sa petite troupe dans l'enclos du temple, lieu privilégié où ni la troupe ni le guet ne pouvaient intervenir. L'acteur Legrand la vit, et admira ce jeune talent qu'il se proposa d'épanouir. Il la forma, mais ne modifia ni sa diction ni sa façon traditionnelle de dire les vers. La chant-mêlé était bien loin, et ses successeurs avaient en l'aggravant transformé son chant harmonieux en mélopée monotone. Les nouvelles comédiennes, Demoiselle Duclos ou Desmarais, chantaient les vers, marquaient nettement la césure et la rime de l'alexandrin, avec des modulations et des effets de voix que le public, habitué à ce jeu fort peu poétique, jugeait sublime. Adrienne suivait la voix ouverte, et Legrand la laissait aller, ne concevant pas une autre façon de débiter la tragédie. Malgré ce handicap, lot de tous les acteurs d'alors, Adrienne fut vite adoptée par le public qui reconnaissait en elle une vérité, une simplicité toute nouvelle. Engagée d'abord par le théâtre de Lille puis de Lunéville, où elle joua Agnès de l'École des femmes, et les jeunes premières, elle atterrit au théâtre de Strasbourg où la Comédie Française vint la chercher. Elle fit en 1717 ses débuts dans le rôle-titre de l'Électre de Crébillon. Dans ce rôle, elle fit merveille en dépit de sa gracilité et de sa diction qui n'avait rien à envier à celle de Mademoiselle Duclos, emphatique et peu naturelle. Mais dès lors le public l'adopta. On la compara à une miniature, elle en avait l'agrément et la délicatesse. Peut-être fut-elle restée la jolie miniature déclamant et psalmodiant avec régularité sans l'intervention de celui qui fut son bon génie, du Marsay, le grammairien, qui l'ayant entendu jugea que l'étoffe était bonne et lui écrivait prophétiquement « Apprenez donc, puisque vous l'exigez, que jamais actrice à mon gré n'annonça de plus grand talent que les vôtres et que pour effacer probablement toutes celles qui vous ont précédé, j'ose vous garantir qu'il ne s'agit de votre part que de donner aux mots la vraie valeur nécessaire à ce qu'ils doivent exprimer. » Adrienne se lança éperdument à l'école du maître, répétant avec lui sans se lasser et jusqu'à l'épuisement. Selon la tradition, elle coupait la fin de chaque vers. Du Marsay lui apprit à ne pas les hacher, à les dire d'une traite, d'éviter l'emphase, afin de rendre au vers toute sa limpidité. Quand la tirade était longue, il fallait vaincre la difficulté et Adrienne y réussit merveilleusement. À eux deux, on peut dire qu'ils inventèrent le théâtre moderne sans effet factice, mais vrai. L'intensité dans cet être frêle n'avait besoin pour exprimer toute la violence de la passion, que de découvrir un autre secret de l'art, la simplicité si étrangère à ses contemporains. Une rencontre heureuse, comme l'avait été celle de Dumarsais, l'a mis sur la voie. Baron, de la Comédie Française et son camarade, prêtait à rire par sa prétention et le ridicule qui s'attache à un homme de 75 ans qui ne reculait pas devant le rôle de Rodrigue. On devine le fou rire qui devait s'emparer du parterre lorsque d'une voix un peu cassée, il s'écriait « Je suis jeune il est vrai » ou dans Le Menteur, « Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier ?» Sa fatuité était immense, et ses prétentions étonnaient les esprits les plus rassis. Ne disait-il pas en se rengorgeant « J'ai lu toutes les histoires anciennes et modernes, j'y trouve que la nature prodigue y vomit dans tous les temps une foule de héros et de grands hommes dans chaque genre. Elle semble n'avoir été avare que de grands comédiens, je ne trouve que Rossus et moi. » Cette vanité outrancière n'empêchait pas Baron d'être le plus grand comédien de son temps, et le partenaire le plus novateur d'Adrienne qui joua avec lui et s'inspira de son talent. Dernier survivant de la troupe de Molière qu'il avait nourri et formé, il avait tôt quitté le théâtre et n'y était revenu qu'à 70 ans et avait alors donné toute sa mesure. Comme son maître Molière qui dans l'impromptu de Versailles,
s'était gaussé des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, de leur jeu affecté et de leur emphase. Baron avait répudié l'air pédant, le ton sentencieux, les airs factices et mis à la mode la simplicité, le vrai, le pathétique sans outrance. Tous ceux qui l'ont vu, à l'exception de Le Sage, le qualifient d'unique, Voltaire, ou comme Jean-Baptiste Rousseau flatte son art enchanteur. Marmontel est plus explicite. Il imaginait avec chaleur, il concevait avec finesse, il se pénétrait de tout l'enthousiasme de son art, montant les ressorts de son art au ton des sentiments qu'il avait à exprimer. Il paraissait, on oubliait l'acteur et le poète. La beauté majestueuse de son action et de ses traits répandait l'illusion et l'intérêt. Il parlait, c'était Mithridate ou César, ni ton, ni geste, ni mouvement qui ne fût celui de la nature. Quelquefois familier mais toujours vrai. Enfin il fit connaître la perfection de l'art, la simplicité et la noblesse réunies. À ses côtés Adrienne fit son miel de son exemple, écarta toute grandiloquence dans le geste et dans le ton, se déplaça gracieusement, porta des voiles légers qui facilitèrent le mouvement, aux antipodes des lourdes jupes et des manteaux de velours chers à mademoiselle Duclos. En elle tout fut naturel, et elle réalisa sur scène l'idéal du siècle des Lumières qui mettait le naturel à l'origine de tout art. Le public fut conquis, qu'elle joua Iphigénie, Bérénice ou Phèdre. Collet, souvent si sévère dans ses jugements, la plaçait très haut dans le panthéon des comédiens. Mademoiselle le Couvreur, avec plus d'art que Baron et tenant moins de talent de la nature, la rendait pourtant dans le vrai. Elle traitait parfaitement tous les détails d'un rôle et faisait ainsi oublier l'actrice. On ne voyait que le personnage qu'elle représentait. Elle excellait dans les endroits où il fallait de la finesse plus que dans ceux où il fallait de la force. On n'a jamais rendu comme elle le premier acte de Phèdre, ou le rôle de Monime. Sa voix flexible et juste, sa diction pleine de contrastes, donnaient aux vers toute leur valeur comme le lui avait enseigné du Marsay, et son mouvement plein de contrastes et sans enflure donnait au personnage qu'elle représentait une présence et une grâce infinie due à toute la vénusté de sa personne qu'un journal du temps, le Mercure, a relevé avec enthousiasme. Parfaitement bien faite dans sa taille médiocre, avec un maintien noble et assuré, la tête et les épaules bien placées, la bouche belle, le nez un peu aquilin et beaucoup d'apostrophes. Agrément dans l'art et les manières, sans embonpoint, mais les joues assez pleines, avec des traits bien marqués pour exprimer la tristesse, la joie, la tendresse, la pitié, telle elle apparaît dans ses portraits. Voltaire, amoureux et semble-t-il fort mal récompensé, lui confia sa Marianne qui fut un échec et se réjouit de ses triomphes. Elle réussit à merveille, elle a enterré la Duclos, écrit-il non sans malignité. Après sa mort, il lui rendit un hommage vibrant. Seule de la nature elle a su le langage, elle embellit son art, elle en changea les lois. L'esprit, le sentiment, le goût fut son partage, l'amour fut dans ses yeux et parla par sa voix. Elle avait joué toutes les pièces du répertoire tragique et comique, mais créa aussi quelques rôles originaux comme l'Artémise de Voltaire, ou Constance dans Inès de Castro de La Motte, ou encore la Marquise dans La surprise de l'amour de Marivaux et encore Angélique dans Les fils ingrats de Piron, le même qui décora le portrait d'Adrienne peint en Cornélie par Coipel, de ses vers où il fit parler la comédienne en admirateur passionné. Je fis, lui fait-il dire, redouter Athalie, plaindre de Phèdre en pleurs et l'apostrophe. Amour incestueux, et sous ses nobles traits admirer Cornélie. J'eus trois dons que jamais l'art ensemble n'allie, le terrible, le tendre et le majestueux. Épistolière raffinée et femme d'esprit, Madame de Sévigné n'eût pas renié certaines de ses lettres, reçues dans le monde comme une égale. Adrienne le Couvreur a fait l'objet de nombreuses épîtres et les biographes et dramaturges se sont emparés de sa vie, mais rarement dans le but de percer le secret de son art et de ses succès. Sa vie sentimentale et en particulier sa passion pour Maurice de Saxe est l'objet du drame de Scribe et de l'opéra de Silea. Sa mort à 39 ans, en 1730 a fait aussi couler beaucoup d'encre et l'on a voulu y voir l'effet de la jalousie d'une grande dame qui l'aurait empoisonné. Le scandale est ailleurs. Le curé de Saint-Sulpice, avec l'accord du cardinal Fleury, lui refusa une sépulture décente au cimetière et elle fut jetée à la voirie. L'indignation fut grande et cette abomination, que Voltaire dénonça avec énergie, ne fut jamais réparée. L'Église était vraiment un loup cruel aux comédiens. Adrienne, vraie princesse adulée par plusieurs générations, finissait donc ses jours dans un opprobre inhumain que Molière lui-même n'avait pas connu. Elle avait été l'initiatrice d'un art que Mademoiselle Clairon et Lequin devaient porter à la perfection, et resta pour la postérité l'image parfaite de Thalie et Melpomène unies dans une même passion pour le théâtre vrai,
sans enflure, sans grandiloquence suspecte, sans affaîtrie, mais naturelle avec dignité, ce que les contemporains étonnés et conquis avaient aussitôt acclamé, ravis de découvrir un talent qui ne devait rien aux conventions ridicules que Molière avait dénoncées. Elle fut vraiment, selon le mot d'un de ses admirateurs, reine parmi des comédiens. Mademoiselle Dumesnil, la magicienne. Durant son séjour à Paris, le plus prestigieux des interprètes de Shakespeare, Garrick, vit Mademoiselle Dumesnil alors au sommet de sa gloire dans ses plus grands rôles et sortit du théâtre sous le coup d'une émotion extatique. En la voyant, dit-il, je n'ai pas pu songer à l'actrice, c'est Agrippine, c'est Sémiramis, c'est Athalie que j'ai vue. Et il ajouta, moqueur, on ne trouve pas une Dumesnil, pas plus qu'une Clairon ou qu'un Lequin tous les jours sur le Pont-Neuf. Celle que l'on dénommait la machine à Corneille avait en effet le don naturel de remuer l'âme et de la déchirer, et sa sensibilité, exempte d'artifice, arrachait des larmes à un public qui admirait la sincérité d'un jeu où l'actrice disparaissait, où l'héroïne s'incarnait avec naturel sans qu'on pût deviner la moindre intervention de l'art, la leçon apprise, l'après du comédien qui joue avec sa tête plus qu'avec ses entrailles. Elle n'était pas Dumesnil dans le rôle d'Athalie ou de Sémiramis. Elle était Athalie ressuscitée et l'illusion était d'une parfaite vérité. Ignorant l'école, elle avait fait ses premières armes sur des tréteaux de province, à Strasbourg puis à Compiègne où la Comédie Française vint la chercher. Elle débuta en 1737 à 24 ans dans un rôle où d'abord elle excella, celui de Clytemnestre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.